rapidement, mais bon, ils se sont prêtés à l'exercice. Donc, voici ce que Sarah m'a fourni comme présentation. Sarah Lamarche fait sa maîtrise à l'Université de Sherbrooke, une brillante maîtrise d'ailleurs, et elle a cofondé tout récemment la revue littéraire des étudiantes et étudiants de l'Université de Sherbrooke, CAVALE, C-A-V-A-L-E, à laquelle vous êtes tous et toutes invités à soumettre des textes et des critiques d'ailleurs, aussi bien saisir l'occasion de ce plug, écrit-elle dans son carnet. Le titre de sa communication est « Le corps douloureux, enjeux et obstacles d'une écriture incarnée ». Bonjour. Mon titre annonce quelque chose de vraiment lourd, je vais essayer de ne pas faire ça. Je trouve ça dommage que Fanny Bellery ne présente pas parce que son titre m'avait particulièrement intriguée. Clairement, on touchait un nœud commun, la douleur, et l'empathie aussi. Donc, je me lance. Mais en fait, j'ai une petite note avant de me lancer dans le vif du sujet. C'est que j'ai un fâcheux réflexe quand je parle de la partie création de mon mémoire et je serais très curieuse de savoir si certaines ou certains d'entre vous l'ont aussi, de me défendre de l'avoir trop réfléchi. J'imagine que ça émane d'un préjugé envers la création littéraire pratiquée dans un cadre universitaire qui veut que les textes perdent de leur valeur et de leur sens parce qu'ils auraient été façonnés avec une arrière-pensée académico-straight, parce que c'est connu, les vrais artistes, ça réfléchit pas, bref. Tout ça pour dire que j'ai écrit la partie création de mon mémoire avant d'avoir même songé au sujet de ce qui deviendrait ma problématique et mes analyses. La réflexion dont je vous fais part aujourd'hui m'est venue longtemps après. J'ai trouvé l'exercice particulièrement enrichissant d'ailleurs parce que lorsqu'il m'eut le temps d'observer ma propre démarche, j'avais eu l'occasion de m'abreuver à plein d'autres ressources à travers mon travail sur les autres parties de mon mémoire. Je suis donc revenue vers le texte, 4 ans plus tard, différente de lorsque je l'ai écrit, et cette distance-là m'a été très précieuse dans ma réflexion. Bon, j'y arrive. Pour vous situer, mon projet de création, c'est un court récit qui raconte l'histoire de Sophie, qui retourne à Québec où elle a grandi pour visiter sa mère à l'hôpital. Elle trouve un corps très faible et aucun signe qui laisse deviner quoi que ce soit d'autre. Pas de mouvement, pas de regard. Pas de douleur non plus d'ailleurs. Après avoir signé les papiers qui la rendent responsable de ce corps, parce que son père a refusé de l'être, Sophie repart vers Montréal, où elle partage depuis quelques mois l'appartement d'un homme, Guillaume. Avant le départ de Sophie pour Québec, pour aller voir sa mère, Guillaume n'allait pas bien, il glissait dans une phase dépressive caractéristique de son trouble bipolaire. Et Sophie sentait poindre en elle une envie de le fuir pour ne pas avoir à prendre soin de lui. À son retour, l'appartement est désert, Guillaume a disparu. Sophie habite l'espace en son absence, puis après quelques semaines, appelle les parents de Guillaume pour les mettre au courant. Ils débarquent dans l'appartement et s'installent. S'instaure alors une cohabitation improbable entre Sophie et eux, dans l'attente que Guillaume refasse surface. Mais quand le téléphone sonne enfin, c'est pour rappeler Sophie à Québec, où sa mère vit ses derniers moments. Ce dont je veux vous parler aujourd'hui, et que je n'ai pas dit dans ce résumé, un peu longuet, je m'excuse, c'est que Sophie vit avec une douleur chronique, un mal de tête constant. Et la question que je souhaite poser ici est toute simple. Comment écrire cette douleur? Pour me préparer à cette présentation, j'ai fait un exercice un peu inquiétant, c'est-à-dire que j'ai joué du CTRL F pour retracer les occurrences du mot douleur dans mon récit. J'avais un peu peur du résultat parce que je m'étais assez vite rendu compte, en écrivant, que les voies de contournement sont rares autour du mot douleur. Migraine fonctionnait assez bien, mais c'était pas mal tout. Résultat, finalement, quand j'additionne les douleurs et les migraines, 26 occurrences sur un total de 19 300 mots, pas si pire que je me suis dit. Ce dilemme m'a semblé être le problème de l'écriture du corps poussé à son extrême. Je parle du problème d'écrire l'expérience des corps et non pas les corps eux-mêmes, parce qu'il est assez simple quand même de dire les corps, de les nommer. On les divise en parties qui deviennent des objets, ma main, ma jambe. On décrit la manière dont ils interagissent avec leur environnement. On discourt aussi sur les corps et sur notre rapport à eux. Mais la corporéité elle-même, l'expérience de ce que c'est d'exister physiquement dans le monde, peut-elle être écrite, peut-elle être lue? De la même façon, il est simple de nommer la douleur, de dire là, il y a de la douleur. Elle est forte ou faible, sourde ou lancinante, etc. Mais en écrire l'expérience même. C'est un problème auquel sont confrontés chaque jour les malades et les gens qui les soignent dans leur tentative de communiquer. La douleur résiste au langage. On peut faire l'exercice d'essayer de formuler une description de la douleur telle que nous la ressentons, mais si vous êtes comme moi, vous n'obtiendrez pas grand-chose qui soit vraiment satisfaisant. Normalement, c'est circulaire. La douleur, c'est quelque chose qui est douloureux et on reste pris dans ce cercle-là. Virginia Woolf, dans son texte intitulé On Being Ill, écrit « Physical pain does not simply resist language, but actively destroys it, bringing about an immediate reversion to a state anterior to language, to
to the sounds and cries a human being makes before language is learned. On pourrait traduire ainsi, dans traduction libre, la douleur physique ne fait pas que résister au langage, elle le détruit, causant un retour immédiat à un état antérieur au langage, aux sons et aux cris qu'un être humain produit avant l'acquisition du langage. Donc, comment exprimer par le langage une réalité qui lui semble aussi étrangère, aussi indicible? Cela dit, quand j'écris le mot douleur dans un texte, même si je ne peux pas le décrire ou si j'ai du mal à le rendre autrement que par le simple mot douleur, je sais que je convoque de facto l'expérience de la lectrice ou du lecteur. La relation d'empathie narrative qui s'établit ainsi est primordiale en ce qu'elle permet à l'expérience de chacun et chacune de se projeter dans le texte et de lui donner corps. Cette participation du lecteur ou de la lectrice vient pallier au manque du langage, en quelque sorte, en ce qui a trait à la douleur, puisque c'est leur propre expérience, elle-même indicible, qu'ils et elles contribuent au texte. C'est en grande partie autour de cette question de l'empathie narrative, d'ailleurs, que s'articule ma réflexion dans les autres parties de mon mémoire. Je ne pourrai malheureusement pas en parler plus, faute de temps, c'est un gros sujet, mais je trouvais important de mentionner ce concept qui est progressivement devenu, sinon le centre, au moins un des nœuds de mon processus d'écriture et d'analyse. Reste toutefois que ce que je voulais montrer, faire ressentir, c'est pas n'importe quelle douleur, c'est une douleur constante. À chaque occurrence du mot douleur ou du mot migraine, l'idée de la douleur se manifeste dans le texte, comme un événement qui advient. La question que je me suis posée, est-ce que c'est inévitable? Est-ce qu'il existe un moyen de rendre compte d'une douleur chronique sans écrire une phrase nominale de 19 300 mots qui se lirait douleur, 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 migraine, douleur, douleur, migraine, etc. Qu'est-ce que je peux apprendre en observant les différentes manières dont la douleur de Sophie est abordée dans mon récit? Premier constat, la douleur apparaît dans le texte quand un changement se produit, quand elle s'accentue ou s'atténue, quand elle interagit avec des éléments extérieurs, les médicaments, des bruits, une sensation de froid lorsqu'elle presse son front contre une vitre, etc. Le texte peut l'atteindre et la dire quand elle se met en mouvement. Tout comme le corps qu'on voit dans le texte quand il entre en action, la douleur apparaît dans le texte lorsqu'elle se manifeste. Alors qu'au cinéma, on pourrait regarder longuement un corps immobile exister dans l'espace-temps, le texte présuppose un mouvement, ne serait-ce que l'acte même d'écrire et de lire qui implique la succession de mots. À ce sujet, Denise Tunney parle de l'inadéquation fondamentale qui existe entre le corps et l'écriture, entre un corps qui s'inscrit de manière synchronique dans l'espace à 3 dimensions et une écriture qui se définit comme un système diachronique de signes dépendant de la linéarité successive de la lecture. Mais je me demande si cette apparente limite du texte ne reflète pas aussi le fonctionnement de la conscience. Pour la petite histoire, et là c'est bizarre de rentrer dans ce lieu-là, mais je vais le faire parce que je pense que c'est utile à ma communication. Aucune intention de sortir de violon ici. Je vis depuis près de 10 ans moi-même avec un mal de tête constant, avec lequel je me lève et je me couche chaque jour. Les premiers jours, voire les premières semaines de ce mal-là ont été écrasantes. J'ai arrêté de fonctionner complètement. La douleur s'inscrivait sur une toile de fond, mon état normal sans douleur, et le contraste était violent. La douleur était un événement, elle monopolisait mes pensées. Après quelque temps, toutefois, la normalité ne peut que changer et s'adapter. Sinon, les pensées de toute personne souffrante seraient comme ma longue phrase nominale de 19 300 mots. La douleur de base devient la toile de fond. Tout comme on ne réfléchit pas constamment à notre corps et qu'il est rappelé à notre conscience lorsqu'il se manifeste, la douleur refait surface à l'esprit quand elle déroge de sa normalité. Pour illustrer ça, je vais prendre le temps de vous lire et de commenter quelques-uns des extraits du récit qui relatent l'expérience douloureuse de Sophie. L'extrait. La migraine relâche un peu de la pression sur ses yeux. La sensation est familière, comme si des larmes allaient couler sur ses joues, mais non, c'est la douleur qui presque doucement se répand jusqu'au point que Sophie imagine être le centre de la tête. Fin de la citation. Ici, la douleur se manifeste par le mouvement. Elle attire l'attention de la conscience en dérogeant à l'habitude. Cet extrait laisse entendre par ailleurs que la douleur modifie le rapport de Sophie à son corps, lui permet de ressentir et de penser son corps différemment, d'établir une cartographie corporelle un peu inédite, je pense. C'est une question qui m'a, je dirais, presque fascinée pendant l'écriture, quand je me suis arrêtée pour me demander très sérieusement si les gens qui n'ont pas mal à la tête sont capables de ressentir les différentes parties de leur cerveau. J'ai toujours pas trouvé une réponse à ça. Je vais revenir plus tard sur cette question de la douleur qui altère le rapport au corps. Un autre élément qui permet, ou disons qui donne l'occasion à la douleur d'apparaître dans le texte, c'est le contrôle que Sophie tente d'exercer sur elle par le biais des médicaments. La prise de comprimés, leurs effets secondaires, la fin de leurs effets et la prise de la prochaine dose forment un cycle de variation qui rythme le récit et rappelle au lecteur ce qui se trame dans le corps de Sophie, même quand le texte ne passe sous silence. Un autre extrait. La migraine recommence à enfler sous son crâne. Sophie
contre le mur chacune de ses vertèbres et inspire jusqu'à remplir ses poumons. Elle attend les vagues comme une femme enceinte attendrait des contractions, mais sans la certitude que tout finira par s'arrêter, qu'il y aura la pire douleur, puis le soulagement, le bonheur, le repos. Sophie serre les dents, retient un cri. Par réflexe, sa main plonge dans son sac et trouve le flacon vide. Entre son pouce et son index, elle soulève le bouchon et le referme, encore et encore, clic, 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 clic. Elle ferme les yeux pour contenir les larmes, enfonce ses ongles dans la peau de son avant-bras, toujours plus profondément jusqu'à ce qu'enfin les endorphines opèrent, que ses muscles se détendent. Elle respire. Un peu de sang coagule dans 3 des 4 blessures en forme de parenthèse. Fin de la citation. Cet extrait est un exemple de crise, de moment où la douleur devient vraiment un événement, comme on l'a vu plus tôt. Je trouve qu'il illustre assez bien en quoi la douleur ponctuelle, on pourrait dire violente, réussit à se manifester intensément et à remplir presque la fonction de péripétie dans le récit. Plutôt que de venir de l'extérieur, comme le voudrait une certaine tradition du récit, un dragon attaque un chevalier, l'obstacle, l'action, la tension se déplace à l'intérieur même du corps du personnage. Je vous lis à ce sujet un extrait des travaux de François Schirpaz, un peu long mais je trouve très éclairant. Il dit « Le malade demeure en soi. Aussi la blessure ou la douleur entraîne-t-elle un rétrécissement de la présence qui se recroqueville sur elle-même. » On a fait une mimicry, ça. Sa préoccupation quitte le monde pour se soucier de son être corporel seul. Mon corps devient pour moi le monde, puisqu'il est l'unique pôle de ma préoccupation. Cependant, il importe de noter qu'il ne s'agit pas ici d'une pure et simple substitution. Le monde ne peut s'estomper et laisser le corps envahir la place sans que rien ne soit changé dans l'existence. Une douleur qui s'installe en permanence chez moi m'empêche de voir, d'entendre l'univers comme il est. Elle m'empêche d'y être. En un sens, il y a substitution. Le corps est devenu ce qu'était auparavant le monde, c'est-à-dire l'objet de mon souci. Mais le monde était le pôle vers quoi je pouvais me dépasser, entrer, m'insérer, agir, sentir. Vers mon corps, je ne peux me dépasser, et la présence retombe sans cesse sur soi. Fin de la citation. Schirpaz illustre bien ici un sentiment que j'ai, c'est-à-dire que le corps douloureux agit comme un filtre. La santé, à l'opposé, serait un corps transparent qui ne se pose pas comme un obstacle à franchir pour accéder au reste du monde, mais agit plutôt comme un outil docile qui nous permet de s'insérer en lui, de l'atteindre, et même jusqu'à un certain point de le modeler selon notre volonté. Quand je réfléchis à ma propre expérience, je me rends compte que même si la douleur est devenue ma nouvelle norme, elle n'a pas moins d'effet sur moi pour autant. Une douleur comme celle-là, je crois, nous place dans un état de vulnérabilité plus prononcé que la moyenne des gens. J'ai une conscience accrue du monde qui m'entoure, comme si la douleur était un amplificateur qui augmente l'intensité de toutes mes sensations. Comme plusieurs, lorsqu'ils et elles souffrent de maux de tête, je supporte assez mal le bruit, la lumière vive, les contacts physiques. Et ce, même lorsque ma douleur est à son niveau normal, quand elle n'occupe pas forcément mes pensées, reléguées au rang d'habitude. Pour reprendre les mots de David Le Breton dans son Anthropologie de la douleur contamine la totalité du rapport au monde. Sophie a une existence très corporelle, au sens où la narration s'attarde à ses sensations physiques, douloureuses ou pas, beaucoup plus qu'à ses pensées ou à ses émotions. Je pensais que c'était simplement dû à mon style d'écriture, mais maintenant je me rends compte, et ça aurait peut-être dû être évident dès le départ, que ça procède aussi de mon rapport au monde. Je pense que vivre avec la douleur, c'est exister dans une corporéité aiguë, en quelque sorte. Le personnage de Sophie ne pourrait pas à la fois avoir une douleur chronique et une pleine présence au monde, aucunement entravée par son corps. Ce serait simplement pas vraisemblable. Donc, faute de pouvoir rendre compte de l'expérience de la douleur par le langage, faute aussi de pouvoir nommer constamment la douleur pour la faire exister dans le texte comme elle existe pour Sophie, je crois qu'il faut aller voir plus loin pour trouver la manière dont peut s'écrire sa douleur. Au moins plus loin que mes exercices de contrôle F autour des mots douloureux de mon vocabulaire. La douleur constante existe dans le texte à travers ses effets, du fait qu'elle modèle et colore tout le rapport de Sophie à son corps, d'abord, puis au monde à travers lui. Écrire un personnage, c'est écrire une prise sur le réel, une manière très précise de faire l'expérience du monde. Ainsi, tout comme ma propre expérience de la douleur ne peut faire autrement que de contaminer mon rapport au monde et ma façon d'écrire, la douleur de Sophie ne pouvait faire autrement que de contaminer l'ensemble du récit. Merci. Merci Sarah. Nous avons le plaisir d'entendre Gabrielle Armand, donc de l'UQAM, de l'Université du Québec à Montréal. C'est un étudiant en création littéraire. Il a animé des ateliers de création au collège Jean de Lamennais. Il
Il est ancien réviseur pour la revue Lapsus, qui est la revue de l'UQAM. Et en ce moment, il est stagiaire au Cégep de Valleyfield. Donc, le titre de sa communication est « Solitude et filiation ». Bonjour à tous. Solitude et filiation, vous allez voir au cours de ma communication, ça a un peu évolué. J'ai lancé un peu, c'est un titre en travail, en fait, quand on m'a approché. Donc, vous allez bien voir. Donc, rapidement, j'ai déposé mon mémoire en septembre dernier. Puis, j'ai lâché prise un peu sur ça. J'ai beaucoup lu, fait les lectures que j'ai voulu faire dans les derniers mois. J'ai peu écrit. Vous comprendrez peut-être pourquoi certains d'entre vous, quand on écrit beaucoup, à un moment donné, c'est bien de prendre une pause. Donc, voilà. Mais, je dois admettre par contre que depuis quelques temps, je me suis remis à l'écriture de fiction et j'ai vite renoué avec le plaisir d'écrire. Je n'aurai pas la prétention aussi de dire que ma réflexion sur l'écriture est universelle, loin de là, mais j'ose espérer qu'elle va rejoindre quelques-uns d'entre vous. Donc, j'ai travaillé avec des nouvelles, il faut le préciser. Donc, en commençant l'écriture des nouvelles pour mon volet création, je ne savais pas tellement comment m'y prendre. J'avais plusieurs idées, des embryons de personnages, des fragments d'histoire, mais la vision globale du recueil m'échappait. Donc, au cours de la création, je sentais souvent monter en moi des voix, des émotions, des traits de caractère qui me semblaient étrangers, qui semblaient provenir d'ailleurs. Donc, je sentais certains personnages se former, comme des débuts de pistes à suivre, un peu comme une maille de chandail que l'on tire pour la sortir d'un enchevêtrement plus complexe. Donc, je m'efforçais de faire passer ces voix-là qui m'habitaient vers des lieux imaginaires, donc des lieux de ma création, pour qu'ils puissent se former, ces personnages-là, en fait, dans un rapport de tension entre leur espace intérieur et l'espace extérieur que je leur opposais. Donc, je dois admettre que cette démarche-là ne m'a pas beaucoup réussi au début, parce qu'en conceptualisant les personnages, en fait, en les faisant entrer en relation avec des lieux qui étaient purement fictifs, donc issus de mon imaginaire, j'héritais d'a priori qui teintaient en fait la création d'ensemble d'un personnage, puis ça les rendait un peu des stéréotypes. Donc, ce que j'ai fait alors, c'est que j'ai créé des lieux à partir de mes expériences vécues. Donc là, j'ai déambulé, j'ai expérimenté, en m'efforçant d'avoir aucun regard analytique, donc sans vouloir percer à tout prix le secret du lieu. Donc, par exemple, je suis allé vivre quelques mois en Gaspésie. Je me suis imprégné de paysages, d'espace, de la réalité sociale, et j'ai utilisé beaucoup de ce matériel-là, en fait, dans mes nouvelles, en l'introjectant en fait, dans la vie de mes personnages. Donc, leur rapport à mes personnages était alors beaucoup plus sensible, plus éloigné des idées et des préconceptions. Vous comprendrez qu'une telle démarche, en prenant de l'ampleur dans ma création, s'est forcément répercutée dans mon essai réflexif. J'ai constaté que ma pratique du lieu, pour qu'elle soit sensible et signifiante, devait s'effectuer au terme d'un exercice de décentrement. Donc, le décentrement est un effort conscient pour effacer mon ego, pour faire taire en moi des appréhensions et mes préconceptions, et plus largement mon identité, afin d'entrer dans un rapport au monde où seul l'instant présent, mon ipséité et les objets extérieurs existent en simultané. Donc, ces moments sont rares, mais très féconds, parce que mes perceptions ne s'opèrent pas comme à l'habitude, donc en strates de sens, orientées dans une perspective temporelle qui passe du passé vers l'avenir, ou encore, ce n'est pas une perception que j'ai héritée socialement, mais c'est plutôt le décentrement, en fait, rend la réalité, là, je vais citer Aaron Zweig, il dit « surréel et intensément plastique ». Je ne pourrais pas mieux l'exprimer. Et en fait, le contact à cette réalité qui est surréelle et intensément plastique me pousse inexorablement vers un nouvel acte de nomination, l'écriture. Au terme de mon essai, il y a certaines personnes qui m'ont demandé comment parvenir à se décentrer. C'est une drôle de question, en fait, parce qu'on s'entend que ce n'est pas une technique qui est précise. Mais en y réfléchissant bien, je crois que le décentrement, c'est en réalité accepter et vivre pleinement la solitude qui est inhérente à notre statut de sujet. Donc, à partir de cette solitude, le monde peut nous parvenir à travers un regard nouveau. C'est à partir de ce regard solitaire qu'un sujet, selon moi, peut véritablement faire l'expérience de la beauté. Donc, d'où surgit cette idée de beauté? Je m'apprête à l'expliquer, mais avant tout, je veux dire pourquoi il est important de passer par cette idée, donc l'idée de la beauté, pour en venir à la solitude et la filiation, qui est en réalité le but de ma communication.
Donc, je vais définir plus clairement les termes de solitude, de beauté et de filiation, parce que c'est des termes qui sont passablement abstraits et sujets aux interprétations. Donc, la solitude, premièrement, je ne l'entends pas comme un état d'isolement, comme c'est pas une situation émotionnelle pathétique où un sujet se sent isolé de ses pairs et s'en afflige. Je ne pense pas à ce genre de solitude-là, donc qui permet à l'esprit de réfléchir à mille et une choses insignifiantes et angoissantes qui tournent autour de son ego, sans véritablement dépasser la surface des choses. Je parle plutôt d'une solitude qui est propre à tout organisme vivant, une solitude qui nous maintient dans un rapport de tension perpétuelle entre notre identité et le reste du monde. Donc, lorsque j'écris, je vis cette solitude à un tel point qu'elle m'efface, ou du moins qu'elle efface mon ego et mes préconceptions sur l'existence. D'ailleurs, Fernando Pessoa, dans son poème Le gardeur de troupeau, résume assez bien ça en 3 vers, donc je me permets de le citer ici. Il écrit « Je n'ai ni ambition ni désir. Être poète n'est pas une ambition que j'ai. C'est ma manière à moi d'être seul. » Donc, j'écris en grande partie pour cette raison, pour être seul, pour voir le monde d'une façon qu'uniquement un état de solitude me permet d'atteindre. Cette solitude outrepasse le simple recueillement. Elle me permet d'écrire et me libère temporairement du fardeau d'être quelqu'un, d'être utile et fonctionnel. Ce qui est un peu le lot commun et quotidien et la grande détresse de tout sujet postmoderne. Donc, cette solitude déconstruit l'identité et elle me permet d'être moi-même tout en étant personne. Un terme cher à Pessoa d'ailleurs. Donc, en étant personne, je ne suis que des nerfs sensibles qui perçoivent et s'altèrent. Mes illusions, mes idées reçues, toutes ces choses qui m'éloignent de la forme que je m'efforce d'approcher lorsque j'écris, mais ces choses-là proviennent de mon identité socialement construite, où le regard d'autrui a beaucoup trop d'importance. D'ailleurs, ce rapport à l'autre est un thème récurrent dans mon écriture de fiction. La solitude me libère temporairement donc de cette emprise. En faisant taire mon ego, je me sépare de ce regard d'autrui intériorisé et je m'approche davantage de mes sensations. Ma pratique d'écriture devient infiniment plus signifiante, à mon sens, lorsqu'elle reste au plus près du sensible et en s'éloignant de mes a priori. Et pourtant, ce mouvement s'éloigne d'une conception collective d'un lieu. Par exemple, pour entrer dans une vision plus individualisée et solitaire de ce même lieu, ouvre pourtant une relation à l'autre encore plus profonde. Même si ma perception d'un lieu ne rencontre pas les attentes sociales d'un lecteur, nous nous rejoignons dans une expérience commune de la sensibilité. Et c'est à mon sens la condition principale d'une relation intersubjective signifiante et non strictement utilitaire. Donc, maintenant, pour le terme de beauté. Tout artiste connaît la possibilité de trouver la beauté dans n'importe quoi. Vous comprendrez alors que lorsque j'emploie le terme de beauté, ce n'est pas exclusivement en termes esthétiques. La beauté, telle que je l'entends, s'apparente à ce qu'en dit respectivement Kant et Schopenhauer. Donc, Kant écrit que le beau, c'est ce qui est sans concept, ce qui sans concept est l'objet d'une satisfaction de l'esprit. Schopenhauer, quant à lui, écrit que le beau est considéré comme la reconnaissance de l'idée générale dans le particulier par un être qui connaît non point en tant qu'individu, mais en tant que sujet pur exempt de volonté. Donc, de ces 2 définitions-là, qui sont un peu complexes, je retiens 3 éléments. Que la beauté permet une satisfaction de l'esprit sans l'intermédiaire d'un concept, qu'elle est reconnue comme par un sujet exempt de volonté et non par un individu, et finalement qu'on peut y reconnaître l'idée générale à travers du particulier. Donc, un individu est un être social, si on s'en fie à la définition, qui, puisqu'il évolue en société, jongle avec des abstractions et des concepts pour se faire comprendre. En agissant ici, il crée une distance entre lui et la dimension sensible du réel. De cette façon, il crée une proximité, un rapprochement de surface, certes, mais proximité tout de même, avec les autres individus de sa collectivité. Or, l'individu, libéré de son identité et du regard d'autrui, lorsqu'il assume et vit pleinement sa solitude naturelle, devient un sujet pur et sans concept, donc, et exempt de volonté. Donc, la solitude, quant à moi, devient la condition de l'art, puisqu'elle permet aux formes extérieures d'être pleinement perçues, ressenties, intériorisées par l'artiste et relancées à travers son médium. Donc, un sujet exempt de volonté, donc capable de percevoir sans concept, démontre que l'expérience de beauté ne survient qu'à travers un état assumé de solitude. C'est le dernier élément de réponse apporté par Schopenhauer, la reconnaissance d'une idée générale à travers le particulier, qui va nous amener vers l'idée de la filiation. Donc, la filiation, ça outrepasse l'acception reposant uniquement sur les liens du sang, vous comprendrez. Elle dépasse aussi la simple idée de la transmission, parce que transmettre, c'est la passation d'un objet ou d'un savoir, d'un sujet à un autre, sans véritable lien profond nécessairement, sans une expérience signifiante partagée.
On pourrait, par exemple, transmettre une idée à quelqu'un et ce dernier la recevra ou non, selon sa volonté et ses dispositions. On peut transmettre un savoir technique, tel que la manière de réparer une voiture, par exemple, mais cette transmission n'opérera pas nécessairement une relation qui transforme l'être. La filiation est aussi transmission, mais elle altère profondément celui qui s'inscrit dans ce type de rapport avec un autre individu. Il crée un lien signifiant et porteur. Pour moi, la filiation, en lien avec la beauté, c'est le lien qui s'installe entre deux ou plusieurs individus lorsqu'ils constatent la même idée générale à travers un événement particulier et que ce constat, non seulement les altère tous individuellement, mais ce constat les lie les uns aux autres. Donc, évidemment, chaque réception, chaque interprétation varie d'une personne à l'autre, mais l'expérience de la beauté vécue à partir d'un état de solitude profond et partagé avec autrui enclenche nécessairement un lien de filiation. Vous n'avez qu'à penser d'ailleurs aux sentiments que vous avez pu ressentir avec certains auteurs, par exemple, en lisant des passages qui vous ont marqué ou qui ont eu une résonance dans votre propre expérience. Je pense que c'est un thème qui revient depuis les différentes communications qu'on a eues. Donc, pour résumer, mon postulat général, c'est que l'art, dans mon cas l'écriture, c'est une école de la solitude. Et cette solitude, quant à elle, est une école de la beauté. Et l'expérience de la beauté crée du lien signifiant, une filiation. J'écris donc pour embrasser ma solitude, pour voir la beauté, entrer en contact avec elle et ultimement me sentir plus près de l'humanité. Je reconnais qu'une telle posture peut sembler paradoxale, car je passe par la solitude pour aller vers autrui. Mais ce passage est nécessaire. Ce passage me libère, et là je vais ouvrir la citation de Simon Nadeau dans l'autre modernité. Il dit « Ce passage me libère de toutes les contraintes sociales, de tous les liens factices, de toutes les obligations convenues, de tous les regards. » Fin de la citation. Donc, la solitude me sépare radicalement des autres, mais elle me permet aussi ce retour vers autrui, vers une relation qui ne repose pas uniquement sur des intérêts mutuels. Donc, j'écris non pas pour l'autre, mais dans ce déplacement, j'écris vers l'autre, à travers une expérience sensible et commune du réel, une filiation. Merci. Donc, nous sommes passés de l'expérience intransmissible du corps corporel, incorporé, incarné, à une plus que transmission, une filiation. Toujours à venir, si je pense à votre communication de plus tôt ce matin. Que faisons-nous de ce trajet entre le communicable, l'incommunicable, entre la notion d'expérience dans l'écriture? Qu'est-ce qu'on peut en faire? Est-ce que c'est une question centrale, manifestement oui? La question du moi, du je, et celle de l'expérience. Auriez-vous des commentaires, des questions, des interventions? Oui, Isabelle? C'est une réflexion en cours, mais je t'écoutais, Gabriel, puis tu disais que la solitude t'amène à davantage sentir les sensations. Alors que toi, Sarah, les sensations t'amènent à sentir davantage, j'imagine, la solitude. Donc je trouvais qu'il y avait comme une résonance entre solitude et sensation qui était au fondement de l'écriture pour les deux. Mais ça se déploie de façon tout à fait différente. Mais je trouvais qu'il y a quelque chose d'intéressant parce que toi aussi, tu n'en as pas parlé, mais toi aussi, c'est une sensation. Oui, ben, c'est drôle parce que quand Sarah faisait l'espèce de résumé puis nous montrait les deux côtés de la médaille, ben, j'avais envie de dire que ce dont j'ai parlé un petit peu, l'empathie narrative, c'était justement quelque chose qui brisait cette impression-là d'incommunicabilité. Puis quand tu parlais de cette solitude, mais qu'on partage, je pense que c'est ça que ma lecture de la douleur vient faire, de dire que même si on ne peut pas l'écrire, il y a un partage de la sensibilité puis de l'expérience sensible du monde et de soi qui crée une filiation que moi je n'appelle pas filiation, mais que je pense que ça se rejoint tout à fait. Donc oui, c'est deux côtés d'une même médaille, puis deux façons de voir le problème, mais clairement il y a des liens très profonds entre les deux. Je trouve ça fun le concept d'empathie narrative, même si c'est pas. Même si je comprends pas exactement bien qu'est-ce que ça sert, mais
Ce que j'ai l'impression, c'est que quand on écrit ou quand on lit, on assume une espèce d'adéquation entre le signe et sa compréhension, ou le signe, puis je lis et je vais ressentir quelque chose. Mais j'ai l'impression que dans l'écriture, c'est ce que tu fais, je pense, dans ta présentation, c'est que tu introduis une variable qui va suggérer l'empathie, qui va venir faire comprendre c'est quoi cette douleur-là, même si elle n'a pas de mots. Puis je pense que c'est en poésie ce qu'on cherche à faire avec les images, puis je pense que c'est ce que dans ton essai tu essaies de faire avec la logique aussi, en tournant autour de cette variable-là que je dois vous laisser remplir vous-même par votre empathie parce qu'elle est réellement indescriptible. Si je la cerne, si j'essaie de vous montrer un peu ses contours, j'essaie de vous montrer de quoi elle est constituée, on dirait que vous arrivez à l'investir un peu. J'ai l'impression que quand c'est ça en création, c'est aussi le rôle de la poésie et de l'image. Je trouve ça très clair dans ton explication, puis je trouve ça beaucoup moins clair dans le travail de l'écriture. Mais c'est intéressant parce que tu as utilisé des mots que j'utilise dans mon essai, montrer les contours. C'est quelque chose qui est très important dans ma réflexion, à savoir que les romans que j'ai analysés, j'avais l'impression qu'ils disaient ça, c'est la limite du texte, c'est la limite de ce que je peux te dire, mais je te montre qu'il y a quelque chose que je ne peux pas toucher. Je te montre qu'il y a une corporéité là que je ne peux pas transmettre dans le texte, mais ce faisant, en montrant les limites, j'en trace le contour, puis je crée un espace d'intersubjectivité où on peut projeter notre propre expérience. Puis c'est étonnant de voir que les mêmes mots sont ressortis, je pense qu'il y a aussi. Ben, si je peux me permettre, parce que j'ai lu Mémoire de Laurence, tu parles aussi de la douleur. Oui, mais un petit peu différemment. Oui, bien sûr. Mais je pense qu'il y a plus même qu'une intersubjectivité, c'est que tu vas arriver avec ce que tu fais comme toile de fond, tu vas arriver à suggérer une toile de fond qui va guider l'empathie du lecteur. Je pense que ça, c'est là où la subtilité de l'écriture intervient, c'est comment est-ce que tu vas suggérer cette toile de fond-là. Parce que si tu fais juste lancer un mot et dire « allez-y, remplissez-le », je pense que tu ne guides pas assez l'expérience de lecture pour qu'elle devienne une véritable communication entre un lecteur et un auteur ou entre un lecteur et des mots. Je pense que ça paraissait clair dans la manière dont tu parlais de la douleur, en tout cas, je pense que tout le monde ici, on commençait à se créer une toile de fond là, où on commençait à projeter de l'empathie, même pour quelque chose qu'on n'a pas vécu ou vécu différemment. En fait, ce que je trouve intéressant, Sarah, c'est qu'habituellement, en tout cas dans mon expérience de lecture, l'écrivain cherche l'effacement du moi d'une certaine façon dont tu parlais. Donc, on essaie de s'élargir, de faire preuve d'empathie pour son personnage ou d'un point de vue qui serait attentif à toutes les aspérités du monde. Or, dans ce que tu nous racontes, c'est comme si c'est le lecteur qui devait développer sa capacité d'être empathique pour comprendre ton personnage. C'est comme si tu avais déplacé l'exigence d'empathie pour que l'intersubjectivité fonctionne. Mais en toute modestie, c'est quand même, en tout cas, un rapport que je trouve peu exploité en général. C'est nous, les écrivains, qui nous chargeons de présenter, de raisonner. Mais là, c'est quand même assez subtil et habile de passer par une extériorité pour arriver à apparaître, en fait. C'est quelque chose, quand j'ai commencé mon mémoire, la seule idée que j'avais, c'est que j'aime les textes où on me fait sentir des corps sans me les expliquer, parce que j'avais l'impression qu'ils me faisaient faire ce travail-là, qu'ils me faisaient passer par mon corps pour entrer dans le texte, plutôt que seulement par l'esprit, par des idées. Donc je pense que c'est quelque chose qui existe puis qui se déploie très, très aisément dans des textes qui ont les corps à l'avant-plan, parce que c'est le premier contact du lecteur avec le texte. C'est un espèce de corps à corps de ce que je lis, les mots du corps que je lis, je ne peux pas les lire autrement qu'avec mon corps. Tout comme on assume qu'un auteur ne peut pas écrire un corps sans écrire avec le sien, parce que la seule matière qu'il possède, c'est sa propre expérience de ce que c'est vivre avec un corps. Donc même si ces expériences-là ne sont pas pareilles, puis jamais je vais assumer qu'elles le sont, l'idée c'est pas que les choses sont parallèles, c'est qu'elles se répondent. C'est qu'elles participent d'une même base et de différentes façons de la vivre, mais qui sont une sensibilité partagée. C'est ça, une rencontre des sensibilités. Et je vais me permettre aussi de faire un lien avec notre exposé de ce matin, Tara. Je
suis encore sur cette idée que les citations en exergue ne sont pas signées. Oui, oui. C'est qu'au fond, ce qui est travaillé, c'est presque l'anonymat. C'est-à-dire, tu as parlé de Pessoa dans ses hétéronymes. En tout cas, il y a une sorte une manière de désamorcer le nom de l'auteur au profit de la transmission d'une sensibilité du texte, vraiment. Et tout ce qui encadre le texte, qui est l'auteur, tout ce on sait ce qu'il y a avec, ou même une résonance sociale, et au minimum atténué au profit de la transmission ou de la filiation de quoi exactement, mais ce serait peut-être du côté de l'empathie ou une capacité à ressentir. Oui, mais c'est comme s'il fallait se mettre temporairement en veilleuse tout un ensemble de choses qui font partie du texte, mais presque d'une manière méthodologique à évacuer pour le moment du travail d'écriture. En tout cas, c'est parce que la signature vient faire une distanciation aussi entre le texte qui est mis en exergue et le lecteur, en fait, parce qu'il y a une tierce personne qui rentre, en fait, l'auteur entre la lecture et les idées qu'on a de cet auteur-là, tout ce qu'on a déjà lu de lui, sa renommée. Puis, en fait, justement, le but, c'est ce qu'on recherche, ce qui semble être populaire ici, c'est l'espèce de partage d'une sensibilité dans laquelle l'individu n'a pas sa place en tant qu'individu social, mais seulement en tant que sensibilité. Et c'est peut-être pour ça, en ce sens-là, que l'anonymat vient agir en faveur de ce processus-là. Est-ce qu'en vertu de cette sensibilité partagée, parce que je retiens, en fait, vous aviez deux mouvements qui s'initiaient à la même façon, mais pour arriver à des constats différents, une sorte de paradoxe qui amène ta réflexion, Gabrielle, qui veut que ce soit en assumant la solitude que le sujet arrive à se recentrer. Or, la douleur confronte, comme tu l'as démontré, ça rend le sujet à une forme de cloisonnement, le corps se substitue au monde. Est-ce qu'il y a quand même une possibilité de travailler justement en exacerbant cette sensibilité à une sorte d'ouverture, qui n'est peut-être pas un décentrement au sens où on parlait Gabrielle, mais qui serait une possibilité de transcender ce cloisonnement auquel le sujet soumis à une douleur constante est confronté. Est-ce que c'est ce qui permet ce déplacement de la dynamique qui oblige le lecteur à un mouvement empathique? Est-ce que c'est ce que tu disais, par exemple? Je me dirais si je réponds bien parce que mon cerveau va à différents endroits, mais j'ai l'impression que, dans le fond, quand le personnage vit cette douleur-là, oui, ça la cloisonne, mais en même temps, comme je disais, ça rend toutes ces frontières extrêmement sensibles. Elle n'aura pas tendance, par exemple, c'est une des choses que mes théoriciens disent sur la douleur, elle n'a pas cette protension vers l'avenir, elle ne regarde pas, elle a du mal à se projeter vers l'avant parce que l'instant embarrasse tous ses sens, puis c'est tout ce qu'elle est capable de gérer, dans le fond. Fait que quand quelqu'un veut entrer en contact avec elle, c'est quelque chose qui la brusque, mais c'est quelque chose qui peut-être l'atteint plus profondément que ça atteindrait quelqu'un d'autre. Donc, dans ce cloisonnement-là, il y a aussi une espèce de proximité intense avec le monde. C'est comme si elle vivait dans son corps plus que les autres, mais ce corps-là, c'est avant tout une surface de contact. Donc, je pense que de ce côté-là, en plaçant un personnage dans ses limites comme ça, comme à vif, ça rend l'identification empathique peut-être plus facile parce que le personnage est offert, le personnage est complètement sensible puis exposé. Je ne sais pas si ça répond à la question. J'ai un autre commentaire en lien avec le quatrième temps dont je parlais tout à l'heure à propos de Laurence et Joanie. Parce que d'une certaine façon, j'ai l'impression que le quatrième temps, c'est lié à l'instant. Et puis, c'est drôle parce que tu citais Virginia Woolf qui
parlais avant l'acquisition du langage, je ne sais plus exactement ces mots à elle, là, mais qu'il y avait quelque chose qui était antérieur au langage, donc qui n'était pas encore du rationnel. Donc encore là, on revient avec l'idée de quelque chose qui n'est pas dans le rationnel et qui est lié à l'instant et par rapport à ta communication, c'était assez clair que c'était à partir du moment où tu étais davantage dans l'instant qu'arrivait cette ouverture. Donc, en fait, j'avais l'impression pour toi, cette ouverture-là, d'une certaine façon, c'est d'emblée la chance, entre guillemets, comparativement à d'autres pratiques d'écriture qui sont confrontées au fait de s'échapper toujours vers le passé ou vers le futur. Là, il y a cet ancrage dans le présent qui est à la fois difficile, mais qui à la fois permet peut-être un type d'écriture qui, lui, fait entrer le lecteur autrement. En tout cas, ça c'est clair, mais en tout cas, je réfléchis trop, là, mais c'est juste un commentaire. Bien, tous les récits au présent, tous les romans, toutes les nouvelles au présent, c'est difficile à tenir. Juste dans le temps de verbe, là, comme prostré dans l'écriture de l'instant, l'image-temps, c'est difficile à... Oui, parce qu'aussi, le récit, le roman, c'est l'écriture de la durée. Donc, c'est l'entrée dans le temps. Alors que là, c'est comme un peu le temps de la poésie, d'une certaine façon. L'instantanéité, on parle. Donc, ça revient. Ça a été un gros défi pour moi de rendre ça lisible. À savoir que j'écrivais puis je trouvais ça lourd parce que on dirait que je pouvais jamais promettre un mouvement qui allait dépasser le personnage, que je pouvais jamais donner justement cette trop tension-là vers l'avenir. Puis j'avais l'impression que c'était lourd, puis je me suis dit, je ferais pas 200 pages avec ça. Parce qu'on dirait que ça se portait pas à ça. Puis là, la réflexion que j'ai faite, à savoir que ça procède de mon rapport au monde, je commence à avoir peur que je peux juste écrire ça. Mais c'est un problème intéressant quand même à savoir comment sortir de l'expérience corporelle pour écrire une autre. Ça va peut-être être le prochain problème. Maintenant que je suis rentrée beaucoup dans la mienne, de sortir vers l'autre. J'en ai une autre. En fait, j'aimerais que tu me réexpliques parce que soit il y a quelque chose que j'ai pas compris. OK. Tu parles de la solitude qui mène à la sensation. Les sensations, le corps, les sensations vont très fortes. Et puis ensuite, tu amènes l'idée de la beauté qui est, selon la définition de Kant, est liée à l'esprit. Je ne veux pas séparer le corps de l'esprit, on sait que c'est lié, il n'y a pas deux entités différentes, mais j'aimerais que tu m'éclairer sur cette articulation-là entre sensation et beauté, esprit. Mais en fait, quand je cite Kant, en fait, il parle d'une satisfaction de l'esprit, mais qui est sans concept. Donc, il ne faut pas confondre esprit et concept, en fait. Parce que c'est un esprit qui est, en fait, celui du corps, vraiment au premier degré, où il y a une perception qui s'opère. Nécessairement, on le fait corporellement, mais ça entre en nous, ça entre dans notre conception, mais c'est sans concept. À la limite, on n'est pas en train de le comparer à un événement antérieur ou à un autre scène ou quelque chose qui nous... où on enlèverait un peu la valeur, profondeur de l'expérience. C'est dans ce sens-là. Puis quand je parle de solitude, c'est que je pense qu'on vit dans une ère, en fait, où on fuit tous un peu cette solitude-là. On regarde nos applications sur les téléphones, où on attend en ligne, on joue à des jeux, on fait tout ce qu'on peut pour éviter l'ennui, comme tu disais, on fait tout ce qu'on peut pour fuir un peu cette espèce de solitude. On sait qu'elle existe, on en parle, mais en termes vagues, puis c'est un peu un tabou, même si je pense que c'est très connu. Mais quand on décide d'accepter pleinement le fait qu'on est seul, ça a l'air d'une banalité, dit comme ça, on est seul, on meurt seul, c'est vrai, tout le monde le sait, mais est-ce qu'on le sait vraiment? Est-ce qu'on l'expérimente? Est-ce qu'on l'expérimente vraiment? Puis moi, c'est dans ces exercices-là que je suis entré dans un rapport au monde qui était complètement différent, où j'entrais en relation avec ce que je peux appeler la beauté, où moi, je pouvais la percevoir dans tout. Dans tout. Donc, ça revient à l'instant, ça revient encore à l'autre, parce que la beauté, c'est... On parle aussi dans ta mémoire,
espèce d'ouverture à tu disais une transcendance. Toi, je pense que ça rejoint l'idée de transcendance. Oui. Ben, moi, j'avais essayé de faire la distinction entre esprit et pensée. Pour moi, la pensée, c'était le concept, c'était l'intervention plutôt de l'individu social, etc. Alors que l'esprit pris en soi peut être nu, peut ressentir quelque chose qui n'est pas de la pensée. Puis oui, ça irait chercher la définition de Kant. Je parle aussi de transcendance dans mon mémoire. J'ai beaucoup d'écho avec ta communication, en fait, comme je t'expliquais. Puis, dans la transcendance, j'avais lu dans un dictionnaire philosophique, il y avait une définition je trouvais intéressante qui disait que c'était la possibilité de trouver en soi une existence autre que la sienne. Et en mettre ça en relation avec l'expérience de la beauté, l'expérience autre, puis la filiation, c'est là qu'en fait, c'est un peu là que ça s'est tout noué ensemble, quant à moi. Parce que c'est la beauté de la solitude. C'est que c'est l'expérience qui est la plus primaire et commune à tous. Paradoxalement. Maintenant que tu viens de dire ça, Joanie, je me demandais si ceux qui ont parlé, c'est comme s'ils étaient à la table avec nous. Trouver en soi une existence autre, mais en soi, est-ce que dans ce que tu nous as raconté comme expérience, est-ce qu'on pourrait faire un parallèle avec trouver dans le texte, un texte autre, mais qui appartient au texte? Est-ce que c'est une recherche que tu vas essayer de est-ce que cette expérience de l'étrangeté à soi, dans le texte, mais... Je pense que je comprends. Et je pense que c'est vrai, en fait. Dans mon expérience de l'écriture, souvent, j'ai un peu l'impression qu'un autre texte m'apparaît quand je me mets à... C'est vraiment le mot. C'est pendant que je déplace des sections de texte, il m'apparaît un nouveau texte. C'est ce que j'essayais de rendre ce matin, mais je ne sais pas à quel point je l'ai réussi. C'est en juxtaposant, mais moi, c'est pas la juxtaposition, mais en mettant côte à côte des éléments différents qui n'étaient pas supposés être mis côte à côte. Il se trouve à apparaître des relations différentes. Donc, apparaître parfois quelque chose que je pensais être une alerte, quelque chose que je pensais être un souvenir, finit par revenir au présent ou des choses comme ça parce qu'ils se sont tout se font. Puis dans l'écriture de la nouvelle dont je parlais justement ce matin, ça a été vraiment, vraiment frappant, où là, il y a des personnages qui sont apparus ou des personnages qui se sont fondus parce que physiquement, il avait été mis côte à côte, c'était pas supposé. Donc, il est apparu vraiment, pas juste dire, bon, elle a besoin d'avoir un chum pour que l'intrigue s'avance, mais vraiment apparu la nécessité de fondre ces personnages-là, puis la possibilité de le faire, en fait, là, je l'ai listé, mais par après, la nécessité de faire en sorte que le personnage de la mère confonde même son fils avec son personnage, puis c'est une chose entraîne l'autre. Donc oui, il est apparu quelque chose de profond. Mais ce qui est frappant, c'est que c'est un peu le même mouvement qui est décrit, mais toi, tu le mets sur, comme si le texte avait une vie propre, c'est complètement dépersonnalisé, je veux dire, peu importe le lien, mais le texte apparaît ou son sous-texte apparaît, ou c'est comme un animal là, devant toi, quelque chose qui est séparé. Alors qu'ici, dans les deux communications, on est dans le moi élargi de l'écrivain qui projette toutes sortes de choses, mais c'est le même mouvement, sauf qu'il y a une manière, presque dans l'espace géographique différente de l'exprimer. Mais c'est dans la manière de l'exprimer, parce que dans la manière de vivre, évidemment, le texte n'est pas tout seul, mais je pense que en fait, ce qui arrive, c'est quand je déplace, quand je joue avec l'ordre de mes, je veux dire, blocs textuels, mais quand je joue là-dedans, je me trouve à provoquer un texte que je n'ai pas écrit, parce que placé comme ça, c'est pas un texte que j'ai écrit, donc je me pose en posture de lectrice d'un texte qui n'est plus vraiment mien, et donc j'y vois des choses comme je vois des choses quand je lis le roman de quelqu'un d'autre. Donc je me trouve à y projeter mon intériorité de la moi 3 semaines plus tard, si on veut, là, de qui je suis devenue en 3 semaines, sur le texte que c'est pas tout à fait moi qui ai écrit finalement il y a 3 semaines. Je sais pas si c'est clair. Oui. Mais c'est quand des techniques avec cette nouvelle posture-là, puis dans un ordre qui n'était pas celui que j'avais planifié, si on veut, c'est sûr que j'y projette autre chose. Puis tout d'un coup, il y a des fils qui me semblent si évidents alors qu'ils étaient complètement cachés quand je l'ai écrit à la base.
est intéressant, c'est que ta démarche outrepasse le simple jeu formel, parce que c'est pas juste des fragments, tu tires un peu partout, c'est des fragments qui prennent tous source à la même endroit, c'est-à-dire en toi, dans ta créativité, ton imaginaire. Donc, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est juste une façon différente de la nôtre, mais une façon tout de même d'explorer cette espèce d'intériorité cachée, dérobée, puis de voir à quel point elle a des échos, parce que vu qu'elle vient de la même source, elle est nécessairement liée. À quel point elle est liée et de quelle façon, ben, c'est en faisant ce jeu formel-là que ça devient vraiment intéressant, je trouve. Moi, j'aime beaucoup ce que tu as présenté. Ça montre à quel point le texte nous échappe quand on lit quelque chose et qu'il y a un sens malgré nous prend forme dans le texte. Je trouve ça vraiment intéressant, cette espèce d'objectivité qu'on a tout le temps, ça change, que c'est forcément nous que ça sort, mais qu'il y a autre chose que ce qu'on voyait dans le texte. Je pense que ça marche. On voit pas. Je parlais d'intention, j'ai pas le mot de ça, mais quelqu'un tout à l'heure parlait de ça, on veut écrire quelque chose, vraiment écrire quelque chose, mais je pense que c'est un peu ça aussi, c'est pour moi, c'est vrai, j'écris quelque chose qui me semble conscient, puis tout d'un coup, dans la version finale, à peu près tout ce qui était conscient à la base, finit par ne plus y être, j'enlève tellement, donc il y a tellement de ça, on est surpris par notre propre texte, même si c'est vrai, c'est pas vrai, mais parce que c'est pas un objet vivant. J'ai une citation à ce sujet, mais là, je ne sais pas si c'est de Laure Morali, qui est une écrivaine qui étudie avec moi en création littéraire lorsque je faisais ma maîtrise en création littéraire, ou Pierre Sanso, qui est un essayiste, c'est l'un des deux. Alors, nous précédons un peu partout dans le monde, nous nous anticipons. Le texte nous anticipe d'une certaine façon. Des fois, ça s'est réveillé par les mouvements, les changements. Oui, j'aimerais faire le pont entre ce que disait Joanie et de reformuler en question à l'emploi de Laurence. Est-ce que le pèlerinage qui est dans ton mémoire est ton pèlerinage? Ou c'est pas Non, c'est. Je pense pas qu'il est indépendant de ma volonté. Je pense qu'il est encore plié à l'intention que j'avais d'en faire, mais je dirais que c'est évadé au moins en partie. Parce que c'est pas tenable, à mon avis. Ben, dans mon expérience à moi, c'est pas tenable de garder un texte complètement enfermé dans mon intention. Je pense que je suis pas capable de me poser comme lecteur de ce texte-là, donc du coup, je l'aime pas, je l'apprécie pas, puis je désire le changer. Le pèlerinage qui est dans mon texte, c'est pas mon pèlerinage, mais c'est très proche. Parce que j'ai encore ce désir-là de garder l'intention dessus, de garder mon contrôle sur ce texte-là, mais en même temps, j'ai le désir opposé de le voir changer, de le voir différencier, parce que je ne suis pas satisfait de l'intention que je contrôle. Il y a un statut qui est. Ben, c'est clairement pas la même chose, mais c'est clairement pas complètement autonome non plus. Et est-ce que le travail de l'écriture permet d'avoir des choses que ça fait? Oui, beaucoup. Surtout parce qu'au retour, il y a une paix émotionnelle qui interfère moins avec l'écriture, puis avec la lecture de ce que j'écris. Quand j'écris, il y a une lecture qui n'est pas instantanée, mais qui est très, très près du moment où je l'écris. Donc, je l'écris dans la tête, je le lis en même temps, puis une fois que mon paragraphe est fini, je le relis. Et cette temporalité-là, qui est très, très, très proche du moment d'écriture, je pense qu'elle est beaucoup plus émotionnelle qu'une réécriture qui se fait, ou émotive, ou une réécriture qui se fait 2 mois plus tard, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, 1 mois plus tard. Je pense que ça aussi, ça change effectivement le texte. Mais à ce moment-là, 1 an plus tard, le pèlerinage a changé en moi aussi. Mon expérience du pèlerinage a changé. Je fais un retour sur ce que j'ai fait, qui n'est pas le même, si je n'avais pas dit les mêmes mots que ce que j'aurais dit un an plus tôt sur ce pèlerinage-là. Est-ce que ça m'appartient? Je pense que oui. Est-ce que c'est stable, fixe, uniforme? Définitivement pas. Est-ce que ça ne m'appartient pas? Je pense que oui aussi. Cette manière de formuler les extrémités du texte, c'est-à-dire d'où vient le texte, vient-il de moi, vient-il de où, à qui appartient-il? Je flatterais, mais vous avez une stratégie quand même assez efficace et vous avez réglé la question de l'origine. D'où vient-il? Il vient d'un autre texte. Hein? C'est une origine perdue ou en fait retrouvée. En fait, c'est une origine retrouvée
de manière presque fictionnelle, puisqu'elle n'est même pas signée, hein, avec cette idée de palimpseste. Je trouve ça très, très, très habile. Moi, je pense, j'écris souvent à partir de films, ou à partir de scènes, ou à partir d'une œuvre d'art, elle est translatée, et nous, mais la manière de le dire, voici la donne, voici la règle, nous permet peut-être de se concentrer ailleurs. C'est quand même habile de ce point de vue-là. C'est que j'ai l'impression surtout que quand on écrit toujours à partir de quelque chose, puis que cette question-là est souvent imputée au mise de côté, puis j'avais envie de la prendre comme un record, puis c'est ça, de régler mes comptes, on dirait. Parce qu'on parlait de transmission aussi, puis mais il y a aussi une espèce de violence, j'ai l'impression aussi dans l'acte de réappropriation, c'est pas seulement. Je me rappelle que c'est Lydia Flem dans Comment j'ai quitté la maison de mes parents qui parlait de la différence entre l'héritage et le legs, puis elle disait le legs c'est quelque chose de violent parce que mes parents n'ont pas décidé de me donner ces tapis-là, je l'ai pris. J'ai l'impression qu'il y a aussi un peu de ça dans la technique. Est-ce que tu sens que tu as rendu tes comptes? Partiellement. Mais d'où aussi ta remarque en disant, je ne sais pas si c'est pertinent, mais je vais dire que moi aussi j'ai mal à la tête. Nous sommes habitués dans notre monde académique, nous ne sommes pas des êtres vivants, nous n'avons aucune vie personnelle. La question en création littéraire, en tout cas dans notre monde académique, de l'intervention du sujet écrivain, qui doit être, il y a une pudeur requise. On peut quand même se poser la question, c'est la question de l'origine du texte. Est-ce qu'il est impudique de parler de cette origine? Est-ce que cette impudeur qui est montrée, comment le penser dans le texte, ça fait aussi partie de la réflexion lorsqu'on désire communiquer son expérience d'écriture. C'est un sujet délicat. Oui, mais à l'Université de Sherbrooke, je ne sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais au début de notre mémoire, il faut signer un formulaire comme quoi notre travail n'est pas une recherche sur les humains. C'est quand même bien. C'est vrai. C'est une recherche sur moi, là. La moitié des étudiants écrivent oui. Oui, en sciences oui? humaines. Oui, la moitié des étudiants à peu près écrivent oui. La moitié écrit oui. Oui, c'est une recherche sur les humains. Et là, ça nous aide. La faculté retourne le document. Non. Nous n'utilisons pas des humains pour notre recherche. C'est tout à fait adorable, mais tout à fait précieux dans notre contexte. Je suggère que nous nous détendions, même s'il est un peu tôt et qu'on aille manger ensemble, qu'on déambule, qu'on marche un peu, qu'on réfléchisse à tout ça, et qu'on se rencontre pour le lunch, puis après qu'on continue nos travaux en après-midi. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réservé des places au restaurant ça va être dur, hein? Je pense que ça s'appelle Pau, mais c'est PHO, c'est un restaurant vietnamien qui est Pau, Soupe tonkinoise. Soupe tonkinoise, oui, c'est ça. Et donc, là, j'ai de la misère à me restituer. Là, c'est la rue Saint-Denis, c'est ça? La rue Saint-Denis est là. En fait, c'est sur Saint-Denis, c'est sur Saint-Denis, entre Maisonneuve et René Lévesque. C'est ça? Côté, entre Sainte-Catherine et René Lévesque, côté ouest. C'est. Je n'ai pas l'adresse. Il y a un peu des petits téléphones intelligents, là, traînent quelque part. Quelqu'un n'a pas un petit téléphone?